Le 18 avril 1943, à 700 km de Henderson Field, Guadalcanal. L'amiral Isoroku Yamamoto, architecte de Pearl Harbor, commandant de la flotte combinée japonaise, était assis dans le fuselage exigu d'un bombardier Mitsubishi G4M, filant vers Bougainville à 2400 mètres d'altitude. L'homme qui avait promis de dicter les termes de la paix à la Maison-Blanche avait moins de 60 secondes à vivre. Et il ignorait que des chasseurs américains se rapprochaient déjà par l'arrière à 560 km par heure. Ce qui s'est passé dans les cieux, au-dessus de Bougainville ce matin-là, deviendrait l'une des frappes de précision les plus audacieuses de l'histoire militaire. Une mission si improbable que les renseignements japonais refusèrent d'y croire pendant des semaines. Quand les enquêteurs atteignirent enfin le site du crash et mesurèrent les distances impliquées, quand ils tracèrent les angles d'interception et calculèrent les besoins en carburant, ils durent affronter une vérité impossible. Les Américains avaient construit un chasseur capable de chasser sur des distances jamais atteintes par un intercepteur, piloté par des aviateurs pouvant naviguer sur 700 km d'océan ouvert sans repère, sans radio, sans erreur et arriver à la minute près. L'arme qui rendit cette mission impossible possible était l'un des chasseurs les plus inhabituels jamais conçus, le Lockheed P-38 Lightning. Avec sa configuration à double fuselage, son train tricycle et ses hélices contrarotatives, il ne ressemblait à rien dans le ciel. Les pilotes japonais l'auraient surnommé Futago no Akuma, le diable à queue fourchue. Quoi qu'il en soit, le nom resta, et pour cause. Mais ce matin d'avril, ce qui importait n'était pas son apparence inhabituelle ou sa réputation redoutable. C'était une capacité qu'aucun autre chasseur américain ne possédait, l'autonomie pour voler profondément en territoire ennemi et rentrer. L'histoire commence non pas avec la mission, mais avec un message. Le 13 avril 1943, les cryptanalystes américains de la station Aipo à Pearl Harbor interceptèrent et décodèrent une transmission navale japonaise détaillant la tournée d'inspection de l'amiral Yamamoto dans les bases avancées des Salomon. Le message était extraordinairement précis. Heure de départ de Rabaul, heure d'arrivée à l'aérodrome de Balal près de Bougainville, type d'appareil, composition de l'escorte. Tous les détails nécessaires pour planifier une interception. Le renseignement décodé parvint à l'amiral Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte du Pacifique, en quelques heures. La décision d'autoriser ce qui deviendrait l'opération Vengeance nécessitait l'approbation présidentielle. Éliminer des commandants ennemis soulevait des questions complexes d'éthique militaire et de risque de représailles. Mais Yamamoto n'était pas n'importe quel commandant. C'était le génie stratégique derrière Pearl Harbor, Midway et tout le plan de guerre naval japonais. Son importance tactique et symbolique pour le moral japonais en faisait une cible inestimable. L'autorisation du président Franklin Roosevelt arriva rapidement. Prenez Yamamoto. La mission fut confiée au 339e Fighter Squadron de l'US Army Air Forces, les Flying Knights, stationnés à Henderson Field sur Guadalcanal. Mais son exécution présentait des problèmes apparemment insurmontables. L'aérodrome de Balal se trouvait à 700 km au nord-ouest de Guadalcanal, au-dessus de l'océan ouvert, sans repère de navigation. Des îles sous contrôle japonais parsemèrent la route, garnies d'observateurs côtiers qui signaleraient toute formation américaine. La fenêtre d'interception était terriblement étroite. Le bombardier de Yamamoto ne serait vulnérable que peut-être 10 minutes durant son approche de Balal. Surtout, aucun chasseur américain basé à Guadalcanal n'avait l'autonomie pour atteindre Bougainville et revenir. Le Grumman F-4F Wildcat avait un rayon de combat d'environ 280 km. Le plus récent F-4U, Corsair, pouvait atteindre environ 640 km. Mais seulement si les pilotes ne s'écartaient jamais des réglages de croisière les plus économes, ne montaient jamais à l'altitude de combat et ne manœuvraient jamais au combat, consommatrice d'énergie. Un seul appareil dans l'inventaire américain pouvait faire le voyage, le Lockheed P-38 Lightning. Les deux moteurs Allison V1710 du P-38, produisant chacun 1475 chevaux, lui donnaient une autonomie exceptionnelle.
Avec ses 1550 litres de carburant interne et 2 réservoirs largables de 625 litres, le Lightning pouvait théoriquement parcourir 1850 km. Mais la théorie et la réalité du combat étaient différentes. La mission nécessitait de voler à basse altitude pour éviter le radar japonais. Une navigation d'une précision absolue au-dessus d'un océan sans caractéristiques, une montée à l'altitude d'attaque à l'arrivée, un engagement avec des chasseurs ennemis supérieurs en nombre et un retour à la base avec suffisamment de réserves de carburant pour éviter l'amérissage en eau infestée de requins. Le major John Mitchell, commandant le 339e Fighter Squadron, fut chargé de planifier et de mener la mission. Mitchell, vétéran taciturne avec 9 victoires confirmées, aborda le problème avec une précision méthodique. Chaque calcul devait être parfait. Toute erreur de navigation, de gestion du carburant ou de timing se solderait soit par un échec de l'interception, soit par la panne sèche au-dessus de l'océan. La solution de navigation de Mitchell fut brillante par sa simplicité, mais brutale par ses exigences. Il traça un parcours en zigzag menant la formation vers l'ouest en direction des îles Russell, puis vers le nord-ouest sur un cap de 305 degrés. En restant bas, entre 3 et 15 mètres au-dessus des vagues, les P-38 resteraient sous la couverture radar japonaise. La route évitait les postes d'observation connus et maintenait la formation au-dessus de l'eau libre. Mais voler au cap sur l'océan ouvert sans point de référence visuelle exigeait des compétences de navigation frisant l'art. La dérive due au vent pouvait pousser les appareils à des kilomètres hors trajectoire. Des erreurs de compas de seulement quelques degrés s'amplifiaient sur 700 km. Mitchell calcula que pour arriver au point d'interception à moins de 8 km, assez près pour acquérir la cible visuellement, son erreur de navigation ne pouvait excéder 1 degré sur l'ensemble du vol de 2 heures. Les calculs de carburant étaient tout aussi impitoyables. Au réglage de croisière optimaux, 2000 tours par minute, 81 cm de mercure de pression d'admission, les P-38 brûlaient environ 265 litres par heure par moteur, soit 530 litres au total. Le trajet aller consommerait environ 1060 litres. La montée à l'altitude d'attaque et le combat brûleraient encore 380 litres. Le vol retour nécessiterait encore 1060 litres. Total, 2500 litres, laissant environ 435 litres de réserve. Mitchell planifia que la formation maintienne un silence radio strict, une croisière à 300 km par heure et évite toute manœuvre inutile. Chaque montée, chaque virage, chaque à-coup de gaz consommait du carburant qu'il ne pouvait gaspiller. Le soir du 17 avril, Mitchell briefa la mission à 18 pilotes sélectionnés. L'identité de la cible envoya une onde de choc dans la salle de briefing. Le capitaine Thomas Lanfière, l'un des pilotes tireurs désignés, se souvint plus tard. La salle devint absolument silencieuse quand nous apprîmes qui nous chassions. Ce n'était pas une interception de plus, c'était l'occasion d'éliminer l'homme qui avait planifié Pearl Harbor. Le profil de mission était simple en concept, cauchemardesque en exécution. 12 P-38 formeraient un élément de couverture haute, assurant la protection contre les intercepteurs japonais. 4 P-38 formeraient le vol tueur, désigné pour engager directement les bombardiers de Yamamoto. Mitchell naviguerait et contrôlerait la formation. Lanfière et le lieutenant Rex Barber effectueraient l'interception proprement dite. À 7h13 le matin du 18 avril, la formation de P-38 rugit sur la piste en tôle ondulée de Henderson Field et grimpa dans l'air matinal clair. Chaque Lightning emportait du carburant interne plein, 2 réservoirs largables de 625 litres, 4 mitrailleuses de calibre .50 avec 500 coups chacune et un canon de 20 mm avec 150 coups. Le poids total au décollage dépassait 8100 kg, le plus lourd jamais atteint opérationnellement par les P-38. La formation descendit à hauteur des vagues et vira vers le nord-ouest. Sous eux, le Pacifique s'étendait, vide et bleu, jusqu'à l'horizon. Aucun repère, aucune aide à la navigation, seulement le compas de Mitchell et un chronomètre, en course contre la consommation de carburant et un rendez-vous qui devait être parfait à la minute près. La configuration du P-38 rendit la navigation à longue distance possible.
La conception à double fuselage plaçait les moteurs et hélices loin du fuselage, réduisant drastiquement le bruit et les vibrations dans le cockpit, comparé aux chasseurs monomoteurs. Les pilotes pouvaient voler pendant des heures, sans la fatigue physique qui affectait les pilotes de Corsair et de Wildcat. Le train tricycle offrait une excellente visibilité vers l'avant au roulage et au décollage. Les hélices contrarotatives éliminaient les effets de couple qui rendaient d'autres chasseurs difficiles à manier. Mais c'étaient les moteurs Allison qui faisaient du Lightning une arme à longue portée. Contrairement aux radiales refroidies par air qui chauffaient et nécessitaient une gestion minutieuse de la température des culasses, les Allison refroidis par liquide pouvaient maintenir des températures constantes indéfiniment. Les turbocompresseurs, alimentés par les gaz d'échappement, maintenaient la pression d'admission en altitude sans les pertes de puissance parasitaires des compresseurs mécaniques. Cette efficacité se traduisait directement en autonomie. La formation maintint un silence radio strict en franchissant le cap des 320 km. Mitchell vérifiait constamment sa navigation, comparant le cap du compas aux indicateurs de dérive, vérifiant la vitesse et la consommation de carburant par rapport à son plan de vol. À 300 km/h indiqués, la formation de Lightning faisait environ 350 km/h sur l'eau, compte tenu du vent. À 8h33, 1h20 de vol, la côte sud de Bougainville apparut droit devant, exactement là où les calculs de Mitchell l'avaient prédit. L'erreur de navigation sur 700 km était inférieure à 3 km. La formation était arrivée précisément à l'horaire, précisément sur la cible. La consommation de carburant suivait les prévisions méticuleuses de Mitchell avec une précision légendaire. Puis quelqu'un repéra la formation ennemie. À 9h34, à 1 minute près de l'heure d'interception prévue, le coéquipier de Mitchell signala 2 formations d'appareils approchant du nord. Le transport de Yamamoto, précisément à l'horaire, exactement là où les renseignements américains l'avaient prédit, volant droit vers eux à 2400 mètres. Le transport de l'amiral Yamamoto consistait en 2 bombardiers Mitsubishi G-4M et 6 chasseurs Mitsubishi A-6M0. Les bombardiers, désignés Betty par les Alliés, étaient des bombardiers moyens rapides réquisitionnés pour le transport. Yamamoto se trouvait dans le bombardier de tête piloté par le chef Warrant Officer Takeo Kotani. Son chef d'état-major, le vice-amiral Matome Ugaki, occupait le second bombardier. Les héros d'escorte étaient parmi les meilleurs chasseurs japonais, pilotés par des aviateurs expérimentés du 204e Air Group. Rapide, maniable, mortel en combat tournoyant, le Zéro avait dominé les cieux du Pacifique pendant 18 mois. Les pilotes japonais, ignorant que des chasseurs américains avaient pénétré aussi profondément dans leur périmètre défensif, maintenaient une formation d'escorte détendue. La formation de Mitchell largua les réservoirs et se scinda immédiatement. Le groupe de couverture de 12 appareils monta engager les Zéros. Le vol tueur de 4 appareils, Lanfier, Barber et leurs coéquipiers, s'attaqua aux bombardiers. Ce qui se passa dans les 90 secondes suivantes reste l'un des engagements les plus débattus de l'histoire de l'aviation. Plusieurs pilotes revendiquèrent le mérite. Les preuves des caméras de tir étaient incomplètes. Les récits japonais contredisaient les rapports américains. Mais le résultat était sans ambiguïté. Le bombardier de l'amiral Yamamoto fut détruit. L'amiral éliminé sur le coup. Et la mission réussit au-delà de toute attente. Le rapport de combat du lieutenant Rex Barber, déposé quelques heures après l'atterrissage, décrivait une approche du bombardier de queue par l'arrière et le dessous. À environ 180 mètres, Barber ouvrit le feu avec toutes ses armes. La puissance de feu combinée, 4 mitrailleuses de calibre 50 et un canon de 20 mm, s'abattit sur le moteur droit et le fuselage du bombardier. Le G-4M, surnommé Amaki, cigare, par les équipages japonais pour sa tendance à s'enflammer quand il était endommagé, s'embrasa. Le capitaine Thomas Lanfier, engageant simultanément le bombardier de tête transportant Yamamoto, rapporta l'avoir intercepté de côté tandis que le pilote tentait des manœuvres d'évitement. Les canons de Lanfier balayèrent le bombardier du moteur à la queue. Le moteur gauche explosa. Les ailes du bombardier se séparèrent et l'appareil entra dans une descente incontrôlée vers la jungle en dessous. Au-dessus d'eux, le vol de couverture engagea 6-0
dans un combat tournoyant. La vitesse et la puissance de feu supérieure du P-38 compensaient l'avantage de maniabilité du Zéro. Le lieutenant Besby Holmes en détruisit un. Les chasseurs japonais restants, surpris par l'apparition soudaine d'appareils américains à 700 km de la base alliée la plus proche, rompirent pour protéger le bombardier survivant transportant le vice-amiral Ugaki. L'engagement entier dura moins de 3 minutes, du contact initial à la désengagement. Mitchell, surveillant les niveaux de carburant, ordonna à la formation de rompre et de rentrer. Le vol retour, une course contre la panne sèche, éprouva la discipline de chaque pilote. Le lieutenant Raymond Hine épuisa ses réserves sur le chemin du retour. Son appareil s'abîma en mer et ne fut jamais retrouvé. Sombre rappel de la marge de carburant réellement étroite. Les 17 autres P-38 atterrirent à Henderson Field avec des réservoirs presque vides. Durée totale de la mission, 3h10. Distance parcourue, 1400 km. La navigation et la gestion du carburant de Mitchell s'étaient avérées impeccables dans les conditions les plus exigeantes imaginables. Les suites immédiates furent confuses. Les pilotes américains savaient qu'ils avaient engagé des bombardiers et des chasseurs d'escorte. Ils savaient que les 2 bombardiers avaient été détruits ou endommagés. Mais l'identité de Yamamoto ne fut confirmée que lorsque des interceptions radio japonaises, surveillées les jours suivants, révélèrent des émissions matinales sans précédent depuis Tokyo. L'annonce officielle de la marine japonaise vint le 21 mai, plus d'1 mois après l'attaque. L'amiral Isoroku Yamamoto avait péri au combat au-dessus de Bougainville en dirigeant les opérations. L'annonce choqua le Japon. Yamamoto était le commandant naval le plus célébré de la nation, un génie stratégique dont la réputation approchait du statut mythique. La réaction japonaise à l'interception révéla l'impact psychologique. Les premiers rapports blâmèrent la perte sur la malchance, une rencontre malheureuse avec une patrouille américaine de routine. Mais à mesure que les détails émergeaient, les officiers des renseignements japonais durent affronter des implications troublantes. Les chasseurs américains étaient apparus à 700 km de leur base, à l'heure prévue, à l'endroit prévu. Cela suggérait soit une chance extraordinaire, soit quelque chose de bien plus inquiétant. Les Américains avaient cassé les codes navals japonais et pouvaient lire le trafic opérationnel. Les équipes d'enquête atteignant le site du crash près de Buin trouvèrent le corps de Yamamoto toujours sanglé à son siège, éjecté quand le bombardier se désintégra à l'impact. L'examen médical révéla qu'il avait été touché instantanément. Le débat pour savoir si les canons de Lanfière ou de Barber avaient infligé les coups fatals continuerait pendant des décennies, les revendications des 2 pilotes étant étayées par des preuves et des témoignages différents. L'épave racontait une histoire dévastatrice. Le bombardier avait absorbé des tirs concentrés de multiples mitrailleuses lourdes. Le moteur droit montrait des dommages de combat catastrophiques. Le fuselage était criblé d'impacts cohérents avec des munitions de calibre 50 perforantes incendiaires. Surtout, les enquêteurs mesurant les distances entre le site du crash et les bases alliées connues durent affronter un calcul impossible. Henderson Field se trouvait à 700 km. Aucun chasseur allié n'avait démontré une telle autonomie dans des opérations précédentes. Les fichiers de renseignement japonais capturés après la guerre révélèrent leur analyse de l'interception de Yamamoto. Les premières évaluations écartèrent la possibilité d'un assassinat planifié, attribuant plutôt la rencontre à une coïncidence malheureuse. Mais à mesure que l'analyse de l'épave progressait, que les distances étaient calculées et que la géométrie d'interception était examinée, les analystes japonais aboutirent à une conclusion inéluctable. Les Américains avaient développé des avions de chasse capables d'opérer à des distances précédemment considérées comme impossibles. Le P-38. Lightning, qui rendit l'opération Vengeance possible, représentait une pensée révolutionnaire en conception de chasseurs. Quand Lockheed commença le développement en 1937, la sagesse conventionnelle voulait que les chasseurs soient petits, légers et agiles. Le Lightning était grand, lourd et rapide. La configuration à double fuselage émergea d'exigences d'ingénierie pratique plutôt que d'un choix esthétique. L'équipe de conception de Lockheed, dirigée par Hall Ibbard et Clarence Kelly Johnson, devait monter un armement lourd sans les complications structurelles du tir à travers un disque d'hélice.
Placer les canons dans le nez résolvait le problème de synchronisation, mais nécessitait de placer les moteurs dans des nacelles d'ailes. Cette disposition inhabituelle offrit des avantages inattendus. Le nez central abritait le pilote, les instruments et tout l'armement, 4 mitrailleuses de 51 canons de 20 mm, créant un ensemble de tirs concentrés sans problème de convergence. Toutes les armes visaient exactement là où le pilote pointait. La portée effective s'étendait à 550 mètres, bien au-delà de la portée limitée par la convergence des canons montés dans les ailes. Les deux moteurs Allison C 1710, chacun d'une cylindrée de 28 litres, produisaient une puissance combinée surpassant celle de tout chasseur monomoteur. Mais surtout, avoir deux moteurs offrait une redondance. Les pilotes de P-38 rentraient régulièrement à la base sur un seul moteur après des dommages de combat, une option inexistante pour les pilotes monomoteurs qui devaient amérir ou s'éjecter. Le système de turbocompresseur donnait au Lightning des performances exceptionnelles en haute altitude. Alors que d'autres chasseurs souffraient d'une perte de puissance au-dessus de 6000 mètres, le P-38 maintenait sa puissance nominale jusqu'à près de 9000 mètres. Cet avantage d'altitude s'avéra décisif dans le Pacifique, où les bombardiers japonais opéraient à 7600 mètres ou plus pour éviter la DCA. Mais c'était l'autonomie qui rendait le Lightning irremplaçable dans le théâtre du Pacifique. Les vastes distances séparant les bases insulaires signifiaient que la plupart des cibles étaient hors de portée des chasseurs monomoteurs. Le P-38, avec ses performances de croisière efficaces et sa grande capacité en carburant, pouvait escorter des bombardiers profondément en territoire ennemi ou conduire des interceptions à longue distance, impossibles pour d'autres appareils. La mission pour éliminer l'amiral Yamamoto démontra ses capacités de manière spectaculaire. Aucun autre chasseur américain n'aurait pu faire le voyage. L'autonomie maximale du F-4F Wildcat était d'environ 1125 km, insuffisante même avec des réservoirs largables. Le F-4U Corsair pouvait théoriquement atteindre Bougainville, mais arriverait avec des réserves de carburant si maigres que toute manœuvre de combat ou erreur de navigation signifierait l'amérissage en mer. Seul le P-38 offrait à la fois l'autonomie pour atteindre la cible et une marge de carburant suffisante pour mener des opérations de combat à l'arrivée. Le palmarès de combat du Lightning dans le Pacifique valida finalement sa philosophie de conception. Les unités de P-38 dans le théâtre du Pacifique détruisirent plus d'appareils japonais que tout autre type de chasseur, plus de 1800 victoires confirmées. Les deux meilleurs as américains, le major Richard Bong, 40 victoires, et le major Thomas Maguire, 38 victoires, volèrent exclusivement sur P-38. Le respect des pilotes japonais pour le Lightning frisait la crainte. Contrairement au Zero, qui reposait sur la maniabilité et la légèreté au prix du blindage et des réservoirs auto-obturants, le P-38 était une plateforme d'armement lourdement armée et bien protégée. Les pilotes japonais découvrirent que les attaques frontales, efficaces contre des chasseurs américains légèrement construits comme le P-39, étaient suicidaires contre l'armement concentré du nez du Lightning. Saburo Sakai, as japonais survivant le plus titré avec 64 victoires, rencontra des P-38 au-dessus de Guadalcanal et écrivit plus tard « Le chasseur à queue fourchue était rapide, lourdement armé et pouvait absorber des punitions qui détruiraient nos chasseurs. L'attaquer par derrière était dangereux. Sa puissance de feu était dévastatrice. L'attaquer de face était fatal. Vous voliez directement dans 8 armes lourdes tirant simultanément. Le Lightning était le chasseur le plus dangereux que nous ayons affronté. » Les implications stratégiques de l'opération Vengeance alertent bien au-delà de l'élimination d'un seul commandant. Le commandement naval japonais ne se remit jamais complètement de la perte de Yamamoto. Son remplaçant, l'amiral Mineichi Koga, manquait de la vision stratégique et de l'instinct agressif de Yamamoto. Les opérations navales japonaises devinrent de plus en plus défensives et réactives. Plus significativement, l'interception réussie démontra que les renseignements américains pouvaient pénétrer la sécurité des communications japonaises au plus haut niveau. Les changements de code japonais suivant l'incident Yamamoto arrivèrent trop tard. Les cryptanalystes américains de la station Hippo
avait déjà compromis les codes mis à jour. Cet avantage du renseignement s'avérerait décisif dans les campagnes ultérieures, des Philippines à Iwo Jima. L'impact psychologique sur le moral japonais fut tout aussi dévastateur. Si l'architecte de Pearl Harbor, protégé par des chasseurs d'escorte à 700 km à l'intérieur du territoire contrôlé par les Japonais, pouvait être éliminé avec une précision chirurgicale, aucun commandant japonais n'était en sécurité. Le message était clair. La portée américaine s'étendait partout, les renseignements américains pénétraient partout, et les chasseurs américains pouvaient chasser sur des distances qui défiaient la croyance. Pour les forces américaines, l'opération Vengeance fournit un énorme coup de boost moral à une période où la victoire ultime restait lointaine. La frappe réussie prouva que la technologie aéronautique américaine, la planification américaine et le talent des pilotes américains pouvaient exécuter des missions d'une complexité et d'un danger extraordinaires. Les pilotes de Lightning qui exécutèrent l'opération Vengeance devinrent des légendes instantanées. Le major John Mitchell, dont la navigation amena la formation au point d'interception à quelques minutes de l'heure prévue après 700 km au-dessus de l'océan, reçut la Navy Cross, une décoration inhabituelle pour un officier de l'armée de terre, mais qui reflétait l'importance stratégique de la mission pour les opérations navales. Le capitaine Thomas Lanfière et le lieutenant Rex Barber, les deux pilotes qui engagèrent directement le bombardier de Yamamoto, reçurent tous deux la Navy Cross. La controverse persistante sur qui tira réellement les coups fatals n'amoindrit jamais l'exploit de l'un ou l'autre pilote. Tous deux engagèrent des cibles dans des conditions de combat, après avoir navigué sur 700 km d'océan. Tous deux firent preuve d'une compétence de combat exceptionnelle face à un ennemi numériquement supérieur, et tous deux revinrent sains et saufs malgré des réserves de carburant marginales. L'exploit technique de l'opération Vengeance, navigation de précision sur 700 km d'océan sans repère, avec seulement un compas et un chronomètre, arrivé à une minute près de l'heure planifiée, engagement réussi contre des forces supérieures en nombre et retour en sécurité malgré des réserves de carburant marginales, représentait une excellence en aviation que les opérations européennes contemporaines atteignaient rarement. Le P-38 Lightning, qui rendit la mission possible, continua à servir avec distinction durant toute la guerre du Pacifique. À la fin de la guerre, les escadrons de Lightning avaient effectué des milliers de missions à longue portée à travers le vaste théâtre du Pacifique, escortant des bombardiers vers des cibles profondément en territoire ennemi, conduisant des missions de reconnaissance au-dessus de zones lourdement défendues et chassant le navire japonais sur des milliers de kilomètres d'océan. La configuration inhabituelle de l'appareil, initialement accueillie avec scepticisme par les pilotes formés sur des chasseurs conventionnels, s'avéra idéalement adapté aux conditions du Pacifique. Le cockpit spacieux réduisait la fatigue des pilotes durant des missions de 6 ou 7 heures. Les deux moteurs offraient une redondance qui sauva d'innombrables pilotes rentrant péniblement sur un seul moteur après des dommages de combat. L'armement concentré dans le nez délivrait une puissance de feu que les appareils japonais, construits légers pour maximiser la maniabilité, ne pouvaient encaisser. Mais au-delà des spécifications techniques et des statistiques de combat, le Lightning représentait la capacité industrielle et technologique américaine. Alors que les usines japonaises peinaient à produire assez de zéro pour remplacer les pertes au combat, les chaînes de production américaines livraient des P-38 par milliers. Alors que les pilotes japonais volaient sur des appareils avec un blindage minimal, sans réservoir auto-obturant et avec une puissance de feu limitée, les pilotes américains montaient dans des appareils lourdement armés, bien protégés, qui leur donnaient tous les avantages que la technologie pouvait offrir. Le contraste entre les philosophies de conception de chasseurs américains et japonais reflétait des réalités stratégiques plus larges. Les concepteurs japonais, confrontés à une capacité industrielle limitée et à des pénuries de matières premières, construisaient des chasseurs optimisés pour des performances maximales avec des ressources minimales. Chaque livre de poids était impitoyablement éliminé. Le blindage était retiré, les réservoirs de carburant laissés sans protection et les marges structurelles minimisées, tout cela pour maximiser la vitesse et la maniabilité. Les concepteurs américains ne connaissaient pas de telles contraintes.
L'aluminium abondant, la production illimitée de moteurs et la vaste capacité de fabrication signifiaient que les chasseurs américains pouvaient être construits lourds et solides. La protection blindée, les réservoirs auto-obturants, les systèmes redondants et l'armement lourd étaient standards. Le P-38, pesant 5400 kg à charge comparé aux 2700 kg du Zéro, incarnait cette philosophie, construire le meilleur chasseur possible sans compromis, puis le produire en nombres écrasants. Cet avantage industriel décida de la guerre du Pacifique aussi sûrement que n'importe quelle bataille. En 1944, les usines américaines produisaient des avions plus vite que les forces japonaises ne pouvaient les éliminer. La formation des pilotes reflétait de même des avantages américains écrasants. À mi-guerre, les pilotes de chasse américains arrivaient au combat avec 400 heures de vol. Les pilotes japonais, confrontés à de désespérées pénuries de carburant, entraient en combat avec moins de 100 heures. Le résultat était inévitable. Les pilotes américains, volant sur des appareils supérieurs, soutenus par du carburant et des munitions illimitées, appuyés par une capacité industrielle qui remplaçait les pertes en quelques jours, détruisirent systématiquement la puissance aérienne japonaise. En 1945, les chasseurs japonais s'opposaient rarement aux formations américaines, non par manque de courage des pilotes japonais, mais parce qu'il en restait si peu en vie. L'interception de Yamamoto, exécutée le 18 avril 1943, présageait cette issue ultime. La mission démontra que la technologie américaine, la planification américaine et le talent des pilotes américains pouvaient exécuter des opérations que les forces japonaises ne pouvaient contrer ni même comprendre. Les pilotes de Lightning, qui volèrent 700 km au-dessus de l'océan ouvert, arrivant précisément à l'heure pour éliminer le commandant naval le plus compétent du Japon, prouvèrent ce que l'aviation américaine accomplirait dans les 2 années suivantes. La victoire par la supériorité technologique, la capacité industrielle et l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, des P-38 Lightning préservés sont exposés dans des musées à travers l'Amérique. Leur double fuselage et leur profil distinctif sont instantanément reconnaissables. Ces appareils représentent plus qu'une réussite technologique. Ils représentent la capacité de l'industrie américaine à concevoir, produire et déployer les armes qui gagnèrent la guerre. Ils représentent le talent des pilotes américains qui firent voler ces appareils complexes au combat dans des conditions qui testèrent les limites à la fois humaines et mécaniques. Ils représentent des missions comme l'opération Vengeance, des opérations si audacieuses, si précisément exécutées, que l'ennemi refusa d'en croire la possibilité. Les pilotes japonais qui fouillèrent la jungle près de Buin le 18 avril 1943 trouvèrent une épave éparpillée sur une colline et le corps de l'amiral le plus célébré de leur nation. En mesurant les distances, en calculant la géométrie d'interception et en examinant la concentration des dommages de combat, ils durent affronter une réalité qui brisa leurs présupposés. Des chasseurs américains avaient chassé sur 700 km d'océan et frappé avec une précision frisant le surnaturel. Le diable à queue fourchue, que les Japonais l'aient réellement appelé ainsi pendant la guerre, ou que le nom soit apparu plus tard, avait parlé, et l'amiral Yamamoto était devenu sa cible la plus célèbre. Éliminé par des pilotes qu'il ne vit jamais, volant sur des appareils dont il ignorait l'existence, guidé par des renseignements dont il ne soupçonnait pas la compromission. La mission réussit parce que les ingénieurs de Lockheed avaient construit un chasseur à l'autonomie inégalée, parce que les cryptanalystes américains avaient cassé les codes japonais, parce que le major John Mitchell pouvait naviguer sur 700 km d'océan ouvert à 1 minute près de l'heure prévue, et parce que les pilotes américains purent exécuter une mission d'une complexité extraordinaire sans erreur. Cette combinaison, excellence technologique, supériorité du renseignement, planification opérationnelle et talent des pilotes, définit la puissance aérienne américaine dans le Pacifique. Et le 18 avril 1943, au-dessus des jungles de Bougainville, elle livra un message qui résonna à travers le Pacifique. Nul n'était en sécurité, personne n'était intouchable, et les chasseurs américains pouvaient chasser partout où leurs ennemis tentèrent de se cacher. Le Lightning, qui rendit cela possible, rentra à la base avec des réservoirs presque vides, ayant parcouru 1400 km en 3h10. Derrière lui,
gisait l'une des frappes de précision les plus réussies de l'histoire militaire. Devant lui, 2 années de guerre supplémentaires et des milliers de missions de plus. Mais l'opération Vengeance resta unique. Le jour où les chasseurs américains volèrent plus loin que quiconque ne le croyait possible et éliminèrent l'homme qui avait planifié Pearl Harbor. Les officiers des renseignements japonais, examinant l'épave dans la jungle et mesurant des distances impossibles, comprirent enfin ce que l'industrie américaine avait accompli. Le chasseur à queue fourchue n'était pas juste un autre avion. C'était une arme qui pouvait atteindre à travers le vaste Pacifique, frapper avec une précision chirurgicale et disparaître avant que les défenses ne puissent réagir. C'était, de toute manière significative, l'arme que le Japon ne pouvait ni construire ni contrer. Et l'amiral Yamamoto, dont le génie avait donné au Japon ses premières victoires, qui avait prévenu ses supérieurs que la puissance industrielle de l'Amérique s'avérerait finalement décisive, devint la preuve de sa propre prophétie. Éliminé par un chasseur que sa nation ne pourrait jamais égaler, piloté par des aviateurs que ses forces ne pourraient jamais former en nombre suffisant, guidé par des renseignements que ses codes ne pouvaient protéger. 700 kilomètres, navigation de précision au-dessus de l'océan ouvert, timing parfait, puissance de feu écrasante, retour en sécurité. L'opération Vengeance démontra tout ce que le P-38 Lightning était conçu pour accomplir et tout ce que la puissance aérienne américaine deviendrait. Impossible à arrêter, impossible à échapper et absolument décisive.